Bonjour tout le monde. Haïti est aujourd'hui plongée dans une crise sécuritaire sans précédent. Des gangs contrôlent une grande partie du territoire et l'État semble dépassé. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut analyser l'histoire politique du pays et voir comment la violence est devenue un outil du pouvoir. Dans tous les pays, un leader doit assurer la stabilité pour maintenir son pouvoir. Cela peut se faire selon un spectre allant des bonnes grâces, dialogue, consensus, réforme, à la répression armée. En Haïti, où la culture politique est autoritaire, les dirigeants ont historiquement préféré la répression. Jusqu'aux années 1990, cette violence était institutionnalisée. Sous Duvalier, il y avait les tontons macoutes. Après lui, l'armée a pris le relais avec des groupes comme les attachés. Les luttes politiques se déroulaient souvent entre généraux et la violence était donc une composante intégrée et visible du système. Pensons à trois événements pour illustrer cette brutalité assumée. 14 mars 1908, le président Nord-Alexis ordonne l'exécution de 27 opposants issus des élites intellectuelles et sociales. 27 juillet 1915, les partisans du président Villemoin-Guillaume Sam, aidés par les troupes du général Charles-Oscar Étienne, massacrent 167 prisonniers politiques au pénitencier national. Le 8 juin 1967, François Duvalier fait exécuter 19 officiers de l'armée haïtienne à la prison de Fort-Dimanche par un peloton d'exécution sous ses propres ordres. Ces exemples illustrent une époque où la violence d'État était directe, visible et la responsabilité facile à imputer au pouvoir en place. Mais cette centralisation de la violence, si brutale soit-elle, présentait un certain ordre. Ce cadre va être bouleversé dans les années 90 avec une nouvelle méthode de répression bien plus insidieuse. Un tournant s'est produit dans les années 1990 avec l'arrivée d'Aristide. Dans un contexte international où les dictatures étaient de moins en moins tolérées, il a adopté une nouvelle approche, utiliser des membres de gangs pour agir tout en maintenant une forme de déni plausible. Contrastons cela avec les cas d'avant. Quand des figures comme l'écrivain Jacques-Stéphane Alexis ou le journaliste Richard Brisson sont morts en prison sous le régime des Duvalier, il était clair que la responsabilité incombait directement au pouvoir en place. Mais l'approche a changé. Prenez le cas de l'agente de police Christine Jeune. Après avoir osé défier publiquement Aristide sur l'attitude à adopter face aux membres de gang, elle a été assassinée. Sa mort a immédiatement soulevé des soupçons, bien sûr. Mais établir la responsabilité directe et formelle du pouvoir est devenu beaucoup plus ardu. C'est ça le déni plausible. Le problème, c'est qu'en externalisant ainsi la violence, le gouvernement a cessé d'être la seule source de revenus pour ces groupes armés. Alors que les milices comme les Macoutes ou les attachés tiraient leurs fonds principalement du pouvoir central, parfois complétés par des abus de pouvoir, les nouvelles bandes armées ont pu diversifier leur marché et innover dans leurs activités criminelles. C'est ce qui explique pourquoi les leaders de ces groupes tentent à devenir excessivement puissants au fil du temps. Même sous Aristide, ce phénomène s'est produit. Il a dû éliminer plusieurs d'entre eux, comme Ronald Cadavre, Ronald Bébé, Féfé Bien-Aimé ou Roland François, car ils étaient tous devenus des figures encombrantes. La dernière de ces éliminations, celle d'Amio Métayer, a d'ailleurs directement contribué à sa chute. Et cette emprise des gangs est d'autant plus forte que l'État est défaillant dans ses fonctions sociales. En l'absence quasi totale de services publics efficaces, éducation, santé, justice, aide alimentaire, les gangs ne se contentent plus d'intimider, ils comblent un vide béant, ils offrent une forme de protection, rendent une justice de rue rudimentaire ou distribuent de l'aide alimentaire dans les quartiers qu'ils contrôlent. Ils se substituent de fait à l'État, renforçant ainsi leur légitimité et leur emprise sur des populations laissées pour compte. On pourrait dire avec un certain cynisme qu'Aristide a au moins réussi à renforcer un secteur de l'économie haïtienne à travers la libéralisation, en créant des organisations criminelles puissantes. Ironiquement, ces organisations sont souvent dirigées par des personnes issues de milieux défavorisés. Alors qui sait? Peut-être était-ce sa manière de favoriser l'autonomisation des plus pauvres? En tout cas, si la libéralisation économique a été un échec retentissant, elle semble avoir été un succès incontestable en matière de développement de la violence. Après sa chute, cette pratique d'externalisation et de déni plausible s'est perpétuée. Elle est devenue profondément ancrée dans le système politique et il aurait fallu une transformation institutionnelle majeure pour l'éradiquer.
Aujourd'hui, la violence n'est plus le monopole de la présidence. Elle est diffuse et de nombreux acteurs, politiciens, hommes d'affaires, groupes privés utilisent des gangs pour atteindre leurs objectifs. C'est cette prolifération de la violence entre les mains de divers groupes qui alimente l'insécurité et le chaos actuel en Haïti. Et un point important qui confirme cette fragmentation, si nous examinons la liste des personnes sanctionnées par les États-Unis et le Canada pour avoir financé ou armé ces gangs, nous constatons qu'elles n'appartiennent pas à une seule faction politique ou économique. On peut le voir sur ces deux figures. Cela démontre bien à quel point le contrôle de la violence s'est dispersé, contribuant ainsi à la complexité et à l'ampleur de la crise actuelle. La mission d'Aristide était pourtant de doter le pays d'une force de sécurité professionnelle et fiable, capable de travailler en parfaite coordination avec la justice suite à la démobilisation de l'armée d'Haïti. Toutefois, les tentatives de modernisation de cette jeune institution ont été compromises dès les années 2000 par le népotisme politique du gouvernement, et cela dans un contexte où Aristide lui-même continuait de recourir aux bandes armées pour faire taire ses opposants. Après son départ, il y a bien eu une augmentation de l'effectif de la police, mais celui-ci n'a jamais été suffisant pour faire face aux besoins de sécurité croissants du pays. Les ressources ont toujours manqué, le système judiciaire n'a jamais été renforcé, ce qui explique pourquoi année après année, les rapports sur les droits humains ont toujours fait état de l'insécurité comme un problème récurrent. Il aurait fallu après Aristide un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion d'envergure. Une commission a certes été créée sous la présidence de René Préval, mais celle-ci n'a jamais eu les ressources financières et politico-légales pour faire son travail. Pire encore, le recours aux bandes armées a repris de plus belle, avec des figures comme Jimmy Cherizi alias Barbecue, notoirement proche du pouvoir sous la présidence de Jovenel Moïse, sous la bannière du parti PHTK. Le rôle de son gang et de bien d'autres était clairement d'assurer la victoire du parti présidentiel lors des prochaines élections, créant un cycle infernal de violence et d'impunité. Et pour illustrer encore mieux ces liens troublants, un rapport du Réseau national de défense des droits humains a dénoncé en 2023 les connexions entre un autre chef de gang influent, Vitellum Innocent, certains hauts gradés de la police nationale d'Haïti et des membres du gouvernement d'alors. Malgré son nom de famille, Vitellum Innocent semble être, comme beaucoup d'autres, tout sauf innocent des maux qui rongent le pays. À cela s'ajoutent les liens troubles entre les dirigeants haïtiens et le trafic de drogue. Haïti est malheureusement un point de passage stratégique pour la drogue de l'Amérique du Sud vers les États-Unis, ce qui a des conséquences graves sur la situation sécuritaire du pays. Pour que ce trafic puisse se faire impunément, il est impératif que la police soit sous le contrôle des autorités corrompues. De plus, les circuits établis pour acheminer la drogue peuvent très bien servir à transporter d'autres marchandises illicites, comme les armes, ou dans des cas plus sinistres, même des organes humains. Ce trafic bidirectionnel explique la facilité déconcertante avec laquelle les armes entrent dans le pays. On peut donc conclure que de nombreux dirigeants n'ont aucun intérêt à opérer les réformes institutionnelles pourtant vitales. Ces réformes mettraient directement en péril leurs sources de richesse, que ce soit à travers le trafic de drogue ou les fonds obtenus grâce à la corruption généralisée. Fort de cette compréhension historique, regardons la situation actuelle à travers le prisme de la volonté politique, c'est-à-dire l'engagement des dirigeants à agir. Le gouvernement haïtien a-t-il cette volonté de combattre les gangs? La volonté politique de lutter contre l'insécurité en Haïti semble absente pour plusieurs raisons essentielles. Tout d'abord, les divisions internes au sein du Conseil présidentiel de transition paralysent toute action concertée, les dirigeants étant plus préoccupés par des luttes de pouvoir que par la sécurité du pays. Ensuite, malgré l'urgence du problème, aucune définition officielle de l'insécurité ni un plan stratégique clair n'ont été établis, empêchant une approche cohérente. Par ailleurs, le silence du gouvernement sur la crise des gangs et l'absence de mobilisation citoyenne démontrent un manque d'engagement réel. Enfin, les interventions sécuritaires sont réactives et désorganisées, sans opération d'envergure pour démanteler des gangs, et même quand des opérations sont menées et que des territoires sont repris, il n'y a aucune mesure destinée à consolider ces acquis, faute d'effectifs suffisants de la PNH et d'une présence étatique durable. Les gangs peuvent ainsi revenir en force, continuant de terroriser la population dans un cycle sans fin. Ces éléments montrent que la lutte contre l'insécurité n'est pas une priorité pour les dirigeants actuels.
La situation en Haïti est le résultat d'une longue histoire de violence et d'instabilité politique exacerbée par une fragmentation du pouvoir et de son usage. Comprendre ce passé est essentiel pour appréhender les défis auxquels le pays est confronté aujourd'hui. Mais au-delà de l'analyse, quelle est la voie à suivre? La solution passe avant tout par un impératif pour le peuple haïtien: confronter la violence ancrée dans sa propre culture politique. Il est temps d'établir un précédent clair où des personnalités de premier plan ayant permis ou profité de ces organisations criminelles sont poursuivies en justice. Car si la violence n'est plus une option pour les acteurs politiques, ils seront alors contraints de trouver un autre moyen de conserver le pouvoir en répondant aux besoins et aux problèmes de la population. Cela signifie investir dans l'éducation, la santé, l'économie et la gouvernance. En d'autres termes, ils devront enfin faire leur travail. Dans ce contexte, il est illusoire d'espérer que les dirigeants actuels prendront spontanément les initiatives nécessaires pour résoudre ces problèmes. C'est pourquoi il revient aux forces vives de la société civile, aux personnes de bonne volonté de s'organiser en groupe de pression efficace et de s'impliquer activement dans la politique. C'est à eux de porter la voix du changement et d'exiger des réformes. Nous avons trop longtemps eu tendance à regarder l'histoire d'Haïti uniquement à travers le prisme de la politique étrangère occidentale. Il est temps de changer de perspective et de l'examiner à travers le prisme de nos propres politiques publiques et de nos choix. Si nous sommes prompts à demander à l'Occident de faire face à son passé colonial, nous devons en tant que peuple avoir le courage de faire de même avec notre propre culture politique violente. Car malgré tout ce que nous aimons dire de nous-mêmes en tant que première République noire et maman liberté, la réalité historique est que nous n'avons jamais été vraiment tendres envers les plus vulnérables au sein de notre propre société. C'est cette reconnaissance et cette confrontation qui marqueront le premier pas vers un avenir différent pour Haïti. La vraie révolution n'est plus celle de 1804, mais celle qui mettra fin à cette culture de l'impunité et du mépris des citoyens. J'espère que cette explication vous a éclairé sur la complexité de la situation en Haïti. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour plus de vidéos sur l'histoire de la politique internationale. Et pour les Haïtiens, continuons à réfléchir et passons à l'action parce que Haïti mérite mieux que ce cycle sans fin. À bientôt sur la chaîne.